Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux ce matin pour assister à ce webinaire, qui est un peu pas le premier en son genre, mais qu'on va essayer je vous en dirai un peu plus tout à l'heure, de renouveler sur d'autres thématiques. Je vais très rapidement me présenter. Moi, mon nom, c'est Loïc Prévost. Je travaille au sein des équipes de l'EDB depuis maintenant une année et pour encore un an, dans le cadre d'un projet de partenariat. D'Afrique de l'Est, en se focalisant sur 4 pays, le Kenya, qui est un peu le moteur économique de la région Afrique de l'Est, la Tanzanie, l'Ouganda et le Rwanda. L'objectif, c'est de vous faire découvrir, ces marchés-là, les opportunités d'affaires qu'on peut y trouver, et pourquoi pas vous donner envie d'aller les prospecter. Je précise d'ailleurs, peut-être que Girish à côté de moi vous en dira un petit peu plus tout à l'heure, qu'il n'est pas complètement impossible que dans les mois qui viennent, une mission de prospection soit organisée par EDB dans la région. Donc ce webinaire-là peut aussi servir un petit peu de préparation à cette mission-là. Dans le cadre de cette présentation-là, vous aurez ce matin l'opportunité d'entendre plusieurs experts. En premier lieu, Monsieur Gerish Bukto-Wansing, qui est à côté de moi, qui est le directeur du département industrie de l'Economic Development Board, qui vous parlera de la situation macroéconomique dans la région. Vous aurez également l'équipe du bureau de Business France basée à Nairobi, que je remercie au passage pour leur participation, avec dans l'ordre chronologique Monsieur Robert Carrier, qui est donc conseiller export sur la filière industrie et cleantech, Monsieur Deogracias Aouka, qui est lui chargé d'affaires sur la filière agrotech, Brandon Opondo, qui est chargé d'affaires sur la filière technologie et services, et pour terminer, Monsieur Stéphane Perchenet, qui est directeur du bureau Business France en charge de l'Afrique de l'Est, et qui lui vous parlera un petit peu de l'environnement des affaires dans la région et de la manière d'aborder ces différents marchés. On terminera par un point qui sera fait par Monsieur Agayo Ogambi, qui est le représentant de l'EDB basé à Nairobi, et qui vous expliquera un petit peu de quelle manière l'EDB peut vous accompagner sur ces marchés. Voilà. Comme je vous le disais, ce webinaire-là se veut être un peu le premier on l'espère, d'une longue série sur des sujets variés, que ce soit sur les opportunités d'affaires sur certains marchés, je pense par exemple à l'Afrique du Sud, aux Émirats Arabes Unis, etc., ou encore sur des sujets plus techniques de type formalité douanière ou encore EU Green Deal, pourquoi pas. Mais on est intéressé de savoir aussi de votre part quels seraient les sujets qui pourraient vous intéresser sur des sessions à venir. Voilà. Avant de passer la parole à Girish à la droite, je veux juste dire 2 mots, si on peut passer la slide suivante s'il vous plaît, sur un outil voilà, que vous voyez maintenant, qui s'appelle Mauritius Expo, qui est une plateforme d'exposition virtuelle qui a été développée par le DB au profit des entreprises mauriciennes, et en particulier, je dirais, des entreprises du secteur manufacturier, pour les aider à se développer sur de nouveaux marchés. C'est un endroit, c'est une sorte de marketplace, on va dire, sur laquelle les entreprises mauriciennes peuvent se mettre en contact avec des entreprises étrangères et leur présenter leurs produits. C'est un bon moyen, je dirais, pour vous de éventuellement trouver des relais de croissance sur d'autres marchés sans pour autant quitter Maurice. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'outil, moi, je vous invite à aller vous connecter, à regarder et à créer votre propre compte pour pouvoir bénéficier des services de Mauritius Expo. Voilà. Je ne vais pas être plus long, puisqu'on a quand même pas mal de matière derrière, donc je vais
sans plus attendre, passer la parole à, à Gerish Bhakto-Wansing, qui est donc, comme je vous l'ai dit, le directeur du département industrie au sein de l'Economic Development Board. Voilà. Merci beaucoup, Ludovic. Tout d'abord, je salue tous les participants qui sont présents. Je salue aussi mes amis de Business France, hein, cette collaboration, cette partenariat qui aille dans cette direction de pouvoir se rapprocher en vue de développer de relations d'affaires, bien sûr, avec l'Afrique. Je salue aussi notre collègue au Kenya, au Gambie, et bien sûr tous les collègues de Economic Development Board qui sont présents ici. Comme a bien souligné Ludovic, l'Economic Development Board a un partenariat avec Business France, avec pour objectif, bien sûr, de s'entraider, de nous aider peut-être un peu plus de par votre expérience pour pouvoir que nous réussissions dans notre mission Economic Development Board. L'agence opère sous la tutelle du ministère des Finances, de Planification économique et du Développement. Ce qui est important, c'est que un de nos missions principaux, c'est la promotion du commerce et de l'investissement. Et en allant dans cette direction, c'est le pourquoi on a développé ce plateforme que Ludovic vient de mentionner, qui vise à donner visibilité à toutes ces entreprises manufacturières qui fabriquent nombreux produits que nous exportons dans de nombreux pays, et à découvrir que Maurice est beaucoup plus qu'une île touristique. Nous sommes dans la fabrication depuis le jour 1 de notre indépendance. C'est pourquoi Petite Île Maurice peuvent aujourd'hui exporter à peu près 1,36 milliard de dollars à travers le monde. L'Europe, c'est notre partenaire principal, mais il y a aussi l'Afrique qui monte. Nous travaillons avec beaucoup de pays d'Afrique, en particulier Sud-Afrique, Madagascar et le Kenya. Et nous, nos exportateurs, nous voulons leur équiper, leur donner la connaissance nécessaire en qu'il s'agit de ces marchés pour qu'ils puissent, bien sûr, commencer à se connecter, à développer des relations de business et, bien sûr, prendre avantage des opportunités qu'offre l'Afrique. Nous, au niveau de l'Economic Development Board, nous avons une stratégie régionale, et c'est clair. Notre stratégie régionale, c'est que nous continuons à fabriquer, à exporter des produits à haute valeur ajoutée. Maurice, c'est un petit pays, nous n'avons pas un grand marché, et non plus les matières premières. Depuis le jour 1, on s'est concentré à transformer, à développer des produits pour vendre au grand marché européen hier. Les marchés qu'on connaissait un peu mieux, qu'on avait les relations un peu mieux, les pays en France, en Angleterre, etc. On a appris, et tout ceci, ce qu'on a appris, l'exigence du client, quelle sorte de produits de pouvoir exporter. Et voilà, aujourd'hui, on a pu exporter dans pas mal de pays avec des grandes marques, des grandes brands à travers le monde. Et maintenant, pourquoi pas au niveau de la région? Et bien sûr, pour pouvoir y faire. Et voilà un peu ce que nous cherchons, prendre avantage sur la transformation. Maurice est un des pays qui se situe dans l'Afrique parmi les premiers sur la transformation. Et bien sûr, de continuer d'accéder aux matières premières, bien transformer, exporter vers les marchés, où Maurice, bien sûr, bénéficie d'un accès préférentiel, comme aujourd'hui en Afrique. On parle de plus en plus sur les intra-trade, on parle de plus en plus sur les relations sud-sud, on parle de plus en plus entre les différents blocs avec lesquels on peut faire des affaires, et pourquoi pas East African Community, qui a ses facilités de distribution et union douanière, et je prends note aussi l'émergence de la classe moyenne dans ces pays, en particulier Kenya. Et quoi de plus garantir pourquoi on veut aller faire affaire avec ces pays de notre desk research qu'on a bien sélecté, la forte présence des bailleurs de fonds dans ces pays. Donc, ce sont un peu les raisons qui nous ont motivés à choisir ces pays sur lesquels on veut certainement aller plus de l'avant. Avant d'entrer sur ces 4 pays qu'on a mentionnés, je voudrais bien préciser quelques points importants. OK? Quand on parle de l'Afrique, le continent africain est important. C'est la seconde région la plus dynamique du monde en termes de richesse de ressources naturelles en développement constant. La Banque africaine de développement a bien précisé, l'Afrique se situe second en matière de croissance en comparaison avec 41 pays qui ont la forte croissance. Deuxième chose encore importante, l'urbanisation qui se fait rapidement.
Aujourd'hui, on parle d'une urbanisation de 40%, à atteindre 62% en 25 ans. Donc, ils ont des besoins colossaux. Encore important, OK, c'est l'émergence de la classe moyenne, 330 millions aujourd'hui, 1,4 milliard en 2050, avec au moins 40% qui auront moins de 25 ans. Donc, en basant, oui, l'Afrique est importante, l'Afrique est en croissance. L'Afrique, nous, sur l'île Maurice, nous sommes une petite État insulaire, oui, mais une petite île africaine qui se connecte, bien sûr, avec l'Afrique centrale, cette fois-ci, pour des échanges économiques. Donc, il s'agit de Kenya, Ouganda, Tanzanie, Rwanda. Ce sont tous des pays avec des croissances de minimum de 5%. Rwanda allant jusqu'à 6,9%. Et les prévisions 2025, selon le Fonds monétaire international, parlent même dans certains cas 6,5 et 7%. Et maintenant, l'évolution de la population, encore intéressant, on parle là de ces quatre pays, une population de presque 180 millions de personnes qui est appelée à devenir 339, 340 millions en 25 ans. Donc, il y a les ressources, ces pays sont très intéressants, mais par contre, nos affaires avec ces pays sont presque peu. De ces quatre pays, on importe et on exporte principalement avec le Kenya. Et d'ailleurs, je dois dire qu'avec le Kenya, on exporte, oui, en USD 43 à peu près millions de USD, mais beaucoup moins. En importation, c'est beaucoup plus. On importe plus, 56,7 millions de USD. Avec certains pays dont la croissance est remarquable, comme Rwanda, etc., on ne fait presque pas d'affaires avec eux. Donc, c'est important d'équiper nos opérateurs avec cette intelligence économique, cette intelligence de marché, cette intelligence qui leur permettra des experts qui vont tout à l'heure partager les opportunités dans ces pays, aussi dans ces secteurs, les amis de Business France, et ça permettra à chaque entrepreneur ou entreprise de pouvoir, bien sûr, exercer leur stratégie envers ces pays. Parlant de Kenya, c'est bon de faire remarquer que Kenya se situe déjà en termes un des premières économies d'Afrique de l'Est. OK? Donc, ils ont eu une stratégie, une vision en 2030 qui ont été mises en place, qui a contribué largement, bien sûr, d'avoir une taux de croissance soutenue. Donc, aujourd'hui, le Kenya est le seul pays de la CAE, Communauté Afrique de l'Est, classé à revenu intermédiaire, avant d'être rejoint à un certain moment par Tanzanie. Donc, ce pays est extrêmement intéressant. Il a démontré qu'il a une certaine résilience. La croissance au premier semestre 2023 a été 5,4%. OK? Et puis, c'est élevé à 5,5%. Et ce qui est important encore, OK, donc dans ce pays, ils ont pu aussi contrôler à un certain moment leur inflation. Donc, cette septième économie d'Africains, dont le premier port est Mombasa, un port dynamique dans l'Afrique de l'Est. Certes, ils ont beaucoup d'agriculture, ils n'ont pas de problème en termes d'électricité. Bon, ils ont certaines faiblesses, bien sûr, comme tout pays, pauvreté, risque terroriste ou faibles ressources, donc il s'agit des ressources publiques, mais ce sont des pays qui ont des meilleurs pouvoirs d'achat. Le taux d'urbanisation est à 27,5%, une croissance démographique qui reste 2,3%. Donc, il y a certainement, quand il y a croissance, que l'économie se porte de mieux en mieux, et à ce moment, ils ont un certain pouvoir d'achat. Donc, voilà comment Maurice, bien sûr, qui a l'accès direct d'ailleurs avec le Kenya, peut prendre avantage si nous avons, bien sûr, toutes les informations qui nous permettra, bien sûr, à se diriger vers ces pays. Nous avons aussi la Tanzanie. La Tanzanie, c'est une situation économique qui paraît bien solide, une croissance de 6,5%, un pays qui s'industrialise avec un endettement très faible. OK, d'ailleurs, ce pays dont la croissance a été un peu ralentie, bien sûr, comme tous les pays par la pandémie, mais elle s'est remise assez rapidement. C'est un pays qui est très riche en minières, en or et en cuivre. OK? C'est un pays qui, bien sûr, disons, faiblesse aussi sur la dépendance et sur le coût de l'or, mais ils ont des atouts.
Ils ont des atouts et la situation économique paraît solide dans ce pays. L'économie a connu une croissance de 4,8, 4,9, 4,7% au cours des 3 dernières années, allant même maintenant en 2023 grimper à 5,5% pour augmenter à 5,5% en 2024. En matière d'inflation, cette situation est également bien meilleure que celle de ses pays voisins. Donc, nous trouvons que la Tanzanie, c'est un des autres pays sur lesquels Maurice aussi peuvent considérer dans ses relations de business. Donc, c'est une économie aujourd'hui qualifiée de semi-industrielle, OK? Et donc, la transformation de la Tanzanie en une économie semi-industrielle, et ont des difficultés, bien sûr, à atteindre. Et voilà comment Maurice peut jouer aussi un rôle important avec ce pays. L'autre pays encore que nous avons cru important de faire mentionner, c'est l'Ouganda. L'Ouganda, comme vous voyez, c'est un pays dont la croissance annuelle est soutenue, quatrième économie de la communauté d'Afrique de l'Est. Oui, ils ont eu des exploitations des gisements pétroliers au lac d'Albert qui a contribué dans leur développement économique. Si c'est vrai, c'est une économie dominée par les services, OK? La part de l'industrie est désormais quand même supérieure à l'agriculture. Donc, c'est un pays où l'économie ougandaise, c'est 11 leurs points forts. Ils ont beaucoup de ressources naturelles. Reste un grand exportateur de café. OK? Maurice, qu'on connaît la transformation qu'on fait, les labels qu'on fait à Maurice, tout ceci peut être avantageux aussi pour nos opérateurs à Maurice. Donc, l'Ouganda, c'est un pays aussi important que nous avons sélecté parmi les pays de l'Afrique de l'Est avec lesquels Maurice peuvent considérer de faire le business. Le Rwanda est très connu à Maurice, donc c'est un pays qui poursuit une croissance robuste, OK, je dois dire, OK, en 2023, la croissance a été plus forte que prévu, 8,2%, grâce à leur bonne performance au niveau des secteurs de services, OK, aussi important dans ce pays, que ce pays a une certaine dynamique économique depuis presque maintenant, je crois, 2 décennies. C'est vrai que c'est une économie qui est centrée sur l'agriculture, OK? C'est vrai qu'il y a un niveau élevé d'investissement public dans ce pays, reste important un des grands pays d'Afrique sur lequel Maurice peut se connecter en termes de faire du business, connaissant notre force dans l'industrie. Nous avons plusieurs industries qui est bien établies depuis presque 50, 55 ans, alors que eux, leur force, c'est dans le service. Donc, voilà une autre raison pour laquelle on peut bien se connecter avec le Rwanda. OK? Au niveau du Economic Development Board, on veut développer, on veut trouver des nouveaux marchés. Et c'est pourquoi il y a des incitations intéressantes, dont beaucoup d'entre vous est en train de prendre davantage. Mais toutes ces incitations ont été renouvelées au dernier budget, que ce soit le Freight Rebate Scheme, qui a pour objectif, depuis le jour 1, d'augmenter les transactions entre les pays africains. Donc, il y a le remboursement de 25% des frais de fret de base. Et d'ailleurs, cette incitation est éligible aux 47 ports d'Afrique. Il y a, bien sûr, on veut augmenter en termes de trade avec les pays africains. Et pour les petites et moyennes entreprises, il constitue aussi le marché sud-africain. Il y a le TPMS sur les frais du fret aérien cette fois-ci pour les exportations, produits agricoles ou non agricoles. Bien sûr, il y a des conditions qui sont applicables. Donc, ici aussi, bien sûr, il y a des incentives pour les exportations par voie aérienne dans ces pays. Une des dernières mesures qu'on avait prises dans le temps, c'est de positionner un warehouse en Tanzanie avec l'objectif d'apporter les produits plus près des clients. Donc, les produits peuvent être stockés dans ces entrepôts
et après, bien sûr, distribuer aux Tanzanie ou aux pays dans le voisinage. Donc, ça, c'était l'objectif de positionner l'African Warehouse en, en Tanzanie. Donc, l'idée pour nous, c'est de vous informer. Les intervenants de Business France vont partager les connaissances nécessaires, l'intelligence nécessaire sur les différents secteurs, sur les opportunités qui existent. Nous, au niveau économique Development Board, on regarde dans cette direction comment se connecter, comment développer une connexion plus solide avec l'Afrique. Il ne faut pas oublier que hier, on faisait business seulement avec l'Europe. Puis un jour, on a pris l'avantage de quoi on a commencé à faire avec les États-Unis. Tout récemment, derniers 10 ans, on a beaucoup évolué de nos business avec l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, notre challenge est bien sûr de développer des relations d'affaires avec l'Afrique de l'Est. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Gerish. Une petite précision pour vous dire que bon, on aura un temps pour éventuellement des questions-réponses en fin de webinaire, donc n'hésitez pas. On en a déjà reçu quelques-unes, alors je ne sais pas si on pourra répondre à tout, mais les questions auxquelles on ne pourrait pas répondre, bien entendu, on le fera directement en lien avec l'entreprise par la suite. Là, je vais donc laisser la parole aux équipes de Business France basées à Nairobi. Stéphane Perchenet, donc le directeur de Business France Kenya et Afrique de l'Est, est parmi nous. Je ne sais pas si Stéphane, tu nous entends. Oui, je vous entends parfaitement. J'ai Voilà. suivi avec beaucoup d'attention la présentation. Merci beaucoup. Effectivement, je regardais effectivement les chiffres qui étaient réalisés en termes d'export par Maurice sur les marchés d'Afrique de l'Est. Effectivement, je me disais que sur des pays comme l'Ouganda, le Rwanda et la Tanzanie, il y avait quand même encore des marges de progression qui étaient extrêmement importantes, bien évidemment aussi encore au Kenya. Mais quand on compare les deltas, c'est-à-dire en termes de niveau d'exportation, effectivement, on a le sentiment que, on va dire que les exportations mauriciennes ont encore de grandes marges de progrès sur ces marchés, Ouganda, Tanzanie. Peut-être juste rebondir sur deux, trois choses qui ont été dites, sur le fait que 28% du commerce extérieur, effectivement, des exportations mauriciennes, aille vers l'Afrique subsaharienne, c'est déjà très supérieur au commerce intra-Afrique subsaharienne, parce qu'en règle générale, c'est plutôt 17%. Donc voilà, je vais me présenter rapidement. Donc Stéphane Perchenet, je suis le directeur Business France pour l'Afrique de l'Est. Alors Business France, j'y reviendrai peut-être un peu plus tard, dans la présentation, je vous présenterai un petit peu le dispositif qu'on a nous en place, mais il faut retenir que c'est l'agence sœur de l'EDB, c'est-à-dire Business France est dédié à l'internationalisation de l'économie française. Donc on a deux axes principaux, l'appui export et puis ce qu'on appelle l'attractivité, c'est-à-dire l'accueil des investissements étrangers en France. Et donc, je reviendrai sur ces deux points après. On est vraiment ravis, en tout cas, d'être avec vous ce matin, de participer à ce webinaire. Et puis, ravis aussi de cet échange, de cette coopération avec l'EDB. Effectivement, on se nourrit d'une certaine manière mutuellement. Donc voilà. On va diffuser la présentation. Alors, je ne sais pas si Lucas peut la mettre à l'écran. Et si Lucas m'entend. Oui, c'est tout bon. Donc, je partage mon écran. Donc, on va effectivement diffuser le PowerPoint de présentation. Donc, on a structuré ça un peu de cette manière-là, sur effectivement, vous présenter les opportunités d'affaires, les secteurs plus précisément. Donc, on l'a structuré sur trois axes, trois verticales sectorielles. Donc, tout ce qui est industrie et clean tech, tout ce qui est agrotech. Oui, pardon? Non. Tout ce qui est agrotech et puis tout ce qui est, on va dire, biens de consommation, distribution, etc. Donc, je vais laisser la parole à Robert, qui est avec nous, pour prendre le relais sur effectivement la partie tout ce qui est industrie et clean tech. Robert, qui est le conseiller export en charge effectivement de ces filières pour toute l'Afrique de l'Est. Voilà, avec Lucas aussi. Robert, je te laisse la parole.
Oui, bonjour à tous. Moi, c'est Robert Carrier. Je suis chargé d'affaires export, de tout ce qui est industrie et clean tech. Donc, c'est un secteur assez large qui comprend tout ce qui est énergie renouvelable, environnement, infrastructure, transport, mobilité. Et aussi, il y a un aspect un peu bailleur de fonds. Donc, je vais commencer la présentation par pourquoi prospecter les marchés de l'Afrique de l'Est. Et là, la première raison, moi je dirais, c'est engagement des bailleurs de fonds et des agences bilatérales. Monsieur Boukton Singh, il a bien expliqué qu'il y a une forte présence des bailleurs de fonds. Par exemple, là, nous avons l'AFD et à noter que le Kenya est le premier récipiendaire de l'aide de l'AFD en Afrique. Et l'AFD est l'un des principaux bailleurs de fonds dans le secteur d'énergie avec plus d'1 milliard d'euros engagés depuis l'ouverture du bureau. Donc déjà, pour un pays anglophone, on voit que l'AFD est très impliqué et ça, c'est une bonne raison pourquoi les entreprises bon, français et aussi mauriciens doivent venir dans ce côté de l'Afrique. Il y a aussi la Banque africaine de développement, le groupe Banque africaine de développement au Kenya a 51 projets pour un engagement de 4 milliards d'euros. Et il y a la Banque mondiale qui accompagne aussi sur plusieurs sujets, notamment sur la décentralisation depuis 2013. Et là, on parle d'à peu près 5 milliards d'euros. La BEI aussi a investi pas mal aussi dans surtout sur le financement des projets climat. Et ça, c'est mitigation et des dangers de changement climatique. Et là, on parle de presque de 2 milliards d'euros. Le Trésor, ça c'est la Direction générale du Trésor, est assez fort ici aussi parce que ils ont investi pas mal de solutions, notamment solutions FASEP et solutions près du Trésor sur plusieurs sujets. Pour ceux qui ne savent pas, donc le FASEP, c'est un instrument de financement pour les études de faisabilité. Et il y a aussi le côté vert de FASEP qui permet de financer tout ou partie d'un démonstrateur de technologie verte. Et aussi, nous avons la BPI. La BPI aussi est très présent au Kenya et le bureau régional de l'Afrique de l'Est et australe est basé ici. Et pour les entreprises qui ont besoin de trésorerie, qui souhaitent se lancer à l'international ou acquérir un nouvel équipement, préparer une croissance externe et tout ça, donc c'est possible en fait de parler à BPI. Siège mondial des Nations Unies pour l'environnement, il y a ONU Habitat aussi, c'est le siège de ONU Habitat. Donc ça donne Kenya en fait, le Kenya comme un peu comme le hub régional pour les bailleurs de fonds et les agences onusiennes. Peut-être on va aller sur le prochain slide pour voir les projets un peu. Donc, on m'avait demandé de parler un peu des industries, mais là, les industries, c'est toujours lié aux opportunités sur les projets qui existent dans les pays. Et dans ce cas-là, j'ai décidé de parler de 3 projets phares qui sont en cours maintenant. Donc, je vais commencer par la Konza Technopolis. Ça, c'est une ville durable et intelligente. Donc, ici au Kenya, on utilise le terme Silicon Savannah pour décrire le projet de Konza Technopolis. C'est un peu lié comme le Silicon Valley aux États-Unis, mais on voit que ce projet-là soit l'exemple africain dans tout ce qui est développement technologique. C'est une ville durable où il y aura des parcs d'innovation, des parcs d'incubation et d'accélération d'entreprises technologiques. Et aussi, il y aura des universités qui sont considérées comme un lieu spécial des groupes innovants qui souhaitent développer tout ce qui est technologie moderne et ça sera aussi un lieu de l'enseignement supérieur de l'industrie. Il y a aussi côté logement, il s'agit notamment des logements généraux et abordables pour les personnes qui vont travailler dans ces centres de Konza Technopolis. Après, nous avons le projet de Tattoo. Tattoo City, c'est
zone économique spéciale opérationnelle au Kenya. Elle offre donc les zones économiques spéciales. Je pense que Maurice, vous êtes beaucoup mieux organisé en termes de zones économiques spéciales, et le Kenya aussi essaye d'apprendre un peu sur comment créer ces zones ici. Et par exemple, sur Tatu City, qui est une ville nouvelle, un peu mixte aussi, il y a ce côté où elle offre les avantages comme les réductions d'impôts sur les sociétés qui souhaitent investir, et des TVA à taux zéro et des exonérations des droits d'importation. Je pense que peut-être après, on pourrait discuter des zones économiques spéciales. Après, nous avons Northland City qui est aussi sur la même base de Tatu City, et ça, c'est quelques 700 acres qui sont alloués à la construction d'un parc industriel. Bon, au total, c'est 4600 hectares, mais nous avons les 700 qui sont alloués à la construction d'un parc industriel et un parc logistique aussi. Il y aura 1000 hectares qui sont alloués à ça. OK, donc on va aller à la prochaine slide. Et ça, je vais laisser mon collègue, mon binôme Luca, qui va parler un peu des opportunités des projets mixtes, notamment les grands projets LAP7 au Kenya. Bonjour, est-ce que vous me voyez bien, vous m'entendez bien? Si Robert, tu peux valider. Oui. Ok, super. Bon, merci beaucoup, enchanté. Donc moi, je suis en binôme avec Robert, donc basé au bureau de Nairobi également. Je suis chargé de développement export sur l'Afrique de l'Est. Donc Robert a bien commencé à parler des grands projets qui existent à Nairobi, dans la région du Kenya. Il y a également un très grand projet qui s'appelle le projet LAP7, donc en fait qui relie le port de Lamu au Soudan du Sud et l'Éthiopie. Donc le but, c'est de créer un hub encore plus grand, économique et commercial pour le Kenya en partant de Lamu. Donc le but principal, c'est vraiment d'aider le port de Mombasa sur tous les aspects logistiques et de transportation afin de pouvoir exporter les marchandises, le pétrole via des chemins de fer et des autoroutes. Pour parler également du mix énergétique de manière générale au Kenya, c'est assez important. Donc le Kenya se veut comme un acteur principal dans la production d'énergie en Afrique de l'Est. Donc le Kenya a longtemps basé son énergie, son mix énergétique sur l'hydraulique, donc pour faire l'hydroélectricité. Mais depuis plusieurs années, on voit qu'il y a beaucoup de géothermie et de projets de géothermie qui se sont développés, donc qui portent les noms de Olkaria, Menengai et quelques autres qui se sont développés ces dernières années. Pour pouvoir ensuite développer donc l'énergie au Kenya. Et en fait, il y a un potentiel qui est recherché au Kenya pour pouvoir revendre l'électricité aux pays voisins. On voit également qu'il y a des projets éoliens, donc notamment dans le nord du Kenya, vers les régions du lac Turkana, et beaucoup de projets solaires qui sont développés dans la région. Je vais vous parler maintenant rapidement de la Tanzanie. Donc, pour faire un petit résumé sur la Tanzanie, donc tout à l'heure, lors de la présentation, on vous a dit que le Kenya était un des pays principaux moteurs de la région d'Afrique de l'Est, suivi par la Tanzanie qui a une très grosse, un très gros développement. Il existe donc des grands projets de développement en Tanzanie suite à la mort du président Magufuli en 2021. Maintenant, il y a une femme présidente, donc première femme présidente de l'histoire en Tanzanie, donc Samia Suluhu Hassan, qui essaye de se développer beaucoup plus à l'international et de recréer des liens de partage avec les économies occidentales. Donc notamment, il y a eu une visite donc de présidence en France en 2022. Et donc, du fait de ce rapprochement avec les pays occidentaux, il y a des projets qui se développent et qui continuent de se développer, notamment beaucoup dans le ferroviaire. Donc, il y a une ligne de ferroviaire entre Dar es Salaam et Mwanza, donc au nord de la Tanzanie, afin d'aller vers le Rwanda, et également une autre ligne qui va vers la Zambie. Donc, tous ces projets ferroviaires sont menés à bien dans le but de développer donc les acheminements partout dans le pays et la diversification du transport.
On voit aussi que la Tanzanie essaye de pousser de plus en plus des nouvelles technologies comme des bornes de billets ou de la mobilité électrique. Donc, il y a beaucoup de projets à Dar es Salaam, donc, qui est la capitale économique, Dodoma en Tanzanie étant la capitale politique. Et donc, toute cette mobilité électrique dans un but d'aller vers un développement voilà, qui correspond à un développement plus nouveau, correspondant aux pays occidentaux qui participent au financement ou alors aux fonds internationaux. Et donc, la Tanzanie a été le premier pays à mettre en place le Bus Rapid Transit, hormis l'Afrique du Sud. Donc, c'était le premier pays à mettre ce dispositif en Afrique, donc pour montrer un petit peu l'avancement et la volonté du pays d'évoluer dans cette direction. Il y a également un projet donc énergétique en Tanzanie qui est très important pour la région, qui se situe sur le barrage, sur le fleuve Rufiji. Donc c'est le barrage du premier président, qui porte le nom du premier président en Tanzanie, donc Julius Nyerere. Et le but, c'est de créer un barrage hydroélectrique. Normalement, sa construction devait finir en 2027 s'ils arrivent à arriver aux échéances de tous les petites phases de projet. Et donc toujours dans cette dynamique de créer un mix énergétique diversifié et une indépendance énergétique dans la région. On peut également parler comme opportunité de l'île de Zanzibar, notamment puisque la présidente actuelle vient de l'île de Zanzibar et essaye de développer toute l'économie. Donc, on connaît Zanzibar pour son aspect touristique, mais il y a également des projets d'infrastructure et de transport pour pouvoir ensuite créer également une économie qui n'est pas directement liée à la mainland de la Tanzanie, mais aussi aux îles et au développement économique dans toute la région. Voilà, merci. Je redonne la parole à Robert pour parler de l'Ouganda. Ok, d'accord. Je vais juste compléter sur l'île de Zanzibar. Les projets qui existent, notamment, c'est création des sites d'atterrissage, par exemple. Il y a la réhabilitation et extension de l'aéroport de Pemba. Pemba, c'est la deuxième île sur l'archipel. Il y a production d'électricité à partir des énergies renouvelables, en particulier l'eau solaire, l'éolienne. Amélioration des systèmes de transport. Il y a infrastructure basée sur la technologie. Ça, c'est tout ce qui est TIC. Il y a aussi les gares routiers, il y a les complexes sportifs, construction des marchés à Pemba et sur l'île principale de Unguja, et construction aussi des centres d'exposition et de convention. Et tout ça, ça doit se développer en PPP. Il y a aussi des développements de parcs industriels qui sont identifiés par le gouvernement. Donc, on va passer en Ouganda. En Ouganda aussi, on a identifié quelques opportunités, notamment sur le secteur des villes nouvelles aussi. Il y a l'Opal Marina, qui est un projet ville nouvelle durable, un peu une cité futuristique qui s'étend au bordure du lac Victoria. C'est à peu près 150 hectares. Et le projet intégrera des installations résidentielles, récréatives, sociales et commerciales. C'est un projet qui est fait par Centum. Centum, c'est un groupe kényan qui a construit le plus grand centre commercial en Afrique de l'Est. Ça, c'est le Two Rivers Mall. Et en Ouganda, ils sont en train de développer l'Opal Marina. Ils essayent aussi de développer d'autres centres un peu zone économique spéciale en Ouganda, en partenariat avec le gouvernement ougandais. On a parlé de FASEP avant et nous avons eu un peu de succès avec l'Ouganda parce qu'il y a 3 entreprises françaises, ça c'est Rani, Sona Design et la Fondem en fait, qui ont fait un projet d'éclairage public solaire intelligent sous ce financement FASEP. Et le déploiement de ce projet en fait a aidé le projet a aidé à le déploiement à grande échelle des projets durables pour les collectivités territoriales. Là, on parle de 10 000 lampadaires par ville. Après, on va aller sur prochaine slide.
Donc, on ne peut pas parler de l'Ouganda sans parler du projet à Oil and Gas. Je sais que voilà, donc c'est un projet qui est un peu controversé par certains acteurs environnementaux, mais c'est un projet qui est un game changer pour l'Ouganda parce que ça va contribuer au PIB d'une très grande manière. Là, on parle d'un projet de pipeline qui est nommé EACOP. C'est un oléoduc d'à peu près à 1500 km. C'est un projet en fait qui a commencé en 2017 et destiné à transporter le pétrole brut aux champs pétroliers de Tilenga et Kingfisher qui sont à l'ouest de l'Ouganda et ça doit traverser l'Ouganda et toute la Tanzanie pour arriver au port de Tanga en Tanzanie. Donc l'Ouganda est en train de voir comment aussi ils peuvent développer une raffinerie dans le pays. Mais bon, ça c'est une autre discussion. Mais juste pour vous donner les chiffres, le prix du projet est passé de 5 milliards de dollars US. Et en janvier cette année, bon, là on a parlé de plusieurs banques qui s'intéresseraient aussi à augmenter, à contribuer beaucoup plus d'argent. Ça, c'est Standard Bank, notamment Stanbic Bank en Ouganda. Je pense qu'on a parlé des éclairages publics. Donc, on va aller sur le prochain slide. La ville de Kampala, en fait, c'est une ville durable. C'est une ville qui connaît beaucoup de projets, de problèmes, notamment d'engorgement de trafic et tout ça, et aussi des projets de problèmes dans le secteur de mobilité. Et là, maintenant, il y a des projets, il y a les investissements dans la ville de Kampala pour en faire une ville beaucoup plus durable et intelligente. Et le secteur privé est également très présent dans le secteur de Smart City en Ouganda. Et notamment, il y a ce projet de African Smart Towns Network, ASTON, qui a été lancé par l'AFD en 2019, qui doit accompagner Kampala via une assistance technique de 11 villes africaines. On peut aussi noter que la population urbaine représente 25,6% de la population totale et est amenée à augmenter sous l'effet d'une forte croissance urbaine, la plus dynamique de la région. Passer vite fait au Rwanda. Au Rwanda, nous avons identifié aussi le Kigali Innovation City, KIC, qui est en cours de développement pour une autre ville d'innovation à usage mixte et planifiée de manière globale et qui sera située à 60 hectares de terrain à Kigali au Rwanda. Le Kigali Innovation City cherche à faciliter le développement des talents panafricains et servira de centre d'innovation technologique. Son plan comprend 4 universités, des espaces de bureaux et des incubateurs des jeunes entreprises, mais aussi des installations de soutien pour le commerce de détail, d'hôtellerie, l'hébergement. C'est financé par Africa 50 et co-sponsorisé par le Rwanda Development Board et le coût total du projet, c'est à peu près 300 millions de dollars. Aussi, l'AFD, via le African Smart Towns Network, ASTON, travaille aussi avec la ville de Kigali pour développer une ville beaucoup plus moderne et durable et beaucoup plus inclusive. À mobilité électrique, prochaine slide. On voit aussi beaucoup d'opportunités sur la mobilité électrique sur la ville de Kigali. Et là, on voit que la mobilité électrique est de plus en plus présente avec l'arrivée de nouveaux acteurs, notamment tout ce qui est voiture, bus, scooter et vélo. Et aussi, il y a des solutions assez innovantes, notamment sur la dématérialisation des paiements de trajets de bus. Donc, ça se passe à Kigali. Le ministère aussi de l'innovation et des TIC au Rwanda et la ville de Kigali travaillent avec une entreprise française qui s'appelle Tactis. Ça, c'est une entreprise rwandais, franco-rwandais, et leurs partenaires
pour travailler sur l'amélioration de la durabilité de la ville de Kigali. Et ça, c'est un projet financé sur l'OFASEP. On voit que la ville de Kigali continue à investir sur la modernisation, même si c'est la ville la plus propre de l'Afrique de l'Est. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Deogracia, qui va parler de tout ce qui est agrotech. Merci. Juste pour ajouter un petit point sur le Rwanda et son centre d'innovation, il y a par exemple un autre FASEP, donc un financement par le Trésor, qui est en train d'être fait sur l'utilisation des drones. Donc voilà, le Kigali, le Rwanda se veut comme centre un peu technologique, également de forum dans la région en Afrique de l'Est et voire même en Afrique subsaharienne. Je pense qu'ils aimeraient bien avoir une place. Voilà. Merci, je laisse la parole à Deogracias. Merci beaucoup, Lucas. Donc, bonjour, mon nom est Deogracias Aouka. Donc, je suis chargé d'affaires filières de l'industrie agrotech. Donc, je vais essayer de vous faire un petit peu une présentation exhaustive, quoique assez brève et générale, sur les opportunités en fait en Afrique de l'Est. Et je vais parler justement des grandes lignes du secteur agroalimentaire et agricole, en passant également par les opportunités et les enjeux dans chaque pays. Donc, pour commencer, en fait, au Kenya, le Kenya, en fait, c'est pour ne pas dire, mais le mastodonte de l'industrie agroalimentaire en Afrique de l'Est. Et c'est le plus avancé, d'ailleurs, le numéro 1. C'est un secteur qui pèse pour 50% de l'industrie du pays. Et déjà, le secteur de l'agriculture représente 33% du PIB global national. Et le secteur agroalimentaire, lui, représente 4% du PIB global. Donc, le développement de l'industrie agroalimentaire est un des axes mis en avant également par le nouveau gouvernement. Donc, il y a, avec leur plan de développement, soit le bêta 2022 et 2027, et également leur plan de développement national qu'ils ont mis à jour pour 2030, ils poussent énormément sur le secteur agroalimentaire comme facteur d'emploi pour les jeunes et également de développement dans les régions, mais également dans la capitale aussi. Et dans le secteur de l'agroalimentaire ici au Kenya, on remarque également que le secteur de l'élevage est un des piliers majeurs de l'économie agricole. Ça représente à peu près 15% du PIB agricole du pays et à peu près également 4% du PIB national. Et donc, comme je l'ai mentionné plus tôt, au Kenya, ici, en fait, c'est plutôt mes collègues l'ont dit plus tôt, le Kenya, c'est un peu le hub logistique régional. Donc, si on veut en fait être en mesure de pouvoir acheminer des marchandises en Afrique de l'Est, ou si on veut peut-être intégrer différents marchés en Afrique de l'Est, on commence par le Kenya, et ça, c'est également vrai pour le secteur agroalimentaire. Bien entendu, en fait, rien n'est parfait. Comme dans tout un pays, il y a certains enjeux. Donc, notamment au Kenya, on pourrait noter comme enjeu les sécheresses et le changement climatique. Donc, le Kenya, c'est un pays qui est fortement dépendant aux aléas du changement climatique. Ça, c'est vrai. Donc, on a connu quelques périodes de sécheresse les années dernières. C'est un marché également qui peut être assez sensible au prix. Il y a également une forte concurrence de la Chine, de l'Inde et également des Pays-Bas dans le secteur agroalimentaire. Et également, s'il y a un truc à travailler également pour améliorer le secteur agroalimentaire au Kenya, c'est la chaîne du froid. Mais des opportunités, ça veut dire qu'il y en a beaucoup quand même. Donc c'est un pays aujourd'hui en 2024 qui a 56 millions d'habitants et on prévoit une augmentation allant jusqu'à 66 millions d'habitants d'ici 2030 et à la fin de l'année 2050 à peu près 95 millions d'habitants. Et comme on l'a dit plus tôt dans la première présentation, le Kenya a une forte classe moyenne évaluée entre 5 à 8 millions d'habitants. C'est énorme, mais c'est sûr qu'elle est surtout orientée ou concentrée dans les grandes villes comme Nairobi aujourd'hui, Mombasa et Kisumu. Donc, l'élevage, il y a beaucoup d'opportunités dans l'industrie, dans le sous-secteur de l'élevage au Kenya, donc, notamment dans le marché des solutions et des équipements pour l'élevage et dans les intrants également. Et il y a également beaucoup d'opportunités dans l'alimentation animale, dans le conseil et ici dans l'équipement rural. Donc, le gouvernement récemment a mis un master plan pour essayer un petit peu d'industrialiser le secteur agricole et agroalimentaire pour être en mesure de pouvoir fournir non seulement des aliments de qualité, mais également des aliments de qualité aux standards internationaux pour être en mesure de pouvoir mieux exporter à l'international. Et on remarque aussi justement avec cette croissance de la croissance moyenne que les habitudes de consommation des Kenyans s'occidentalisent peu à peu. Et la classe moyenne constitue aujourd'hui 13% de la population et elle est localisée, comme je dis, dans les grands centres urbains. Et voilà, donc ça c'est pour le Kenya. Prochaine slide s'il vous plaît, Lucas. Donc la Tanzanie.
Donc la Tanzanie est également un pays à fort potentiel dans le secteur agroalimentaire et agricole en général. Le secteur agricole, c'est un pilier de l'économie tanzanienne, représentant à peu près 27% du PIB et emploie aussi 65% de la population active. Et tout ça également pour représenter 5% du PIB national de la Tanzanie. Et l'industrie agroalimentaire contribue à 24% du secteur manufacturier. Et ça joue également un rôle clé dans l'économie en fournissant 12% des emplois de la population. La production agroalimentaire en Tanzanie s'appuie sur un large éventail d'activités agricoles, notamment la culture, l'élevage et la pêche. Et les principaux produits agricoles transformés sont les grains, la canne à sucre, les graines et les fruits oléagineux, et bien entendu les produits laitiers. Il faut savoir aussi que la Tanzanie possède le deuxième plus grand cheptel d'Afrique derrière l'Éthiopie. Donc il y a énormément de potentiel dans le sous-secteur de l'élevage. Voilà pourquoi également, comme également le Kenya, il y a beaucoup à faire dans tout ce qui est alimentation animale, génétique animale et autres. Donc la Tanzanie, pardon, c'est un pays qui possède un climat très favorable et diversifié dans les zones agroécologiques. Ça permet en fait la production de diverses cultures et des produits alimentaires. Mais en raison justement de l'absence de capacité industrielle et de structuration dans le secteur, on remarque en fait que la majorité des cultures en Tanzanie sont souvent consommées ou commercialisées à l'état brut. Donc il n'y a pas énormément de transformation et elle est souvent très dépendante des importations de ces mêmes produits transformés. Et le secteur agroalimentaire également en Tanzanie, il est surtout dominé également par les aliments et la boisson, qui représentent la plus grande partie du secteur manufacturier en Tanzanie. Comme quelques enjeux à noter, je pourrais noter justement les infrastructures de transport et de stockage, la chaîne du froid également, comme similaire un petit peu avec le Kenya. Et il y a beaucoup à faire, c'est encore sous-développé, mais le gouvernement travaille sur ça justement pour être en mesure de pouvoir optimiser un petit peu son potentiel agricole et agroalimentaire. Et bien entendu, la Tanzanie est également sensible aux aléas du changement climatique. Comme opportunité, on va noter aussi qu'en Tanzanie, c'est un pays qui a un faux taux de fertilité, donc 4,7 enfants par femme, aujourd'hui, toujours. Et la population tanzanienne est projetée à s'accroître à peu près à 120 millions selon un scénario de faible fécondité, et à 141 millions dans un scénario de fécondité élevé d'ici 2050. Donc, je laisserai le soin en fait à M. Perchenet de parler en fait des zones économiques spéciales en Tanzanie. Et donc, comme je l'ai dit plus tôt également, la Tanzanie, c'est un pays qui possède également un climat favorable. Et également, comme on l'a dit, c'est un pays qui aujourd'hui est ouvert et qui accepte beaucoup les investissements étrangers et qui essaie d'attirer de plus en plus d'acteurs étrangers et surtout également dans son secteur agroalimentaire qu'il essaie de développer de plus en plus. Prochaine slide. Maintenant, le Rwanda, le pays des mille collines. C'est un pays qui est fortement dépendant du secteur agricole, comme on l'a dit plus tôt dans la première présentation. Le secteur agricole représente 23% du PIB du pays et c'est le secteur clé par excellence au Rwanda. Et l'industrie agroalimentaire à elle seule représente 5,2% du PIB national. Mais il faut savoir également que l'industrie agroalimentaire, elle est surtout dominée par le secteur laitier. C'est un secteur stratégique pour le développement rural, pour la réduction de la pauvreté et la sécurité alimentaire du Rwanda. Le Rwanda transforme à peu près 44% de la production du lait de vache, majoritairement en lait écrémé, en lait en poudre, en beurre et en beurre. C'est une filière également qui est dominée par 3 grandes entreprises de transformation, soit Inyange Industries, Mukamira Dairy et Nyanza Milk Industries. On peut noter également que le Rwanda est particulièrement actif, on le sait également, dans l'exportation du thé et du café. Et mais comme je l'ai dit plus tôt, il n'y a rien qui n'est parfait. C'est un pays également qui connaît une faible productivité en matière agricole. Ça, c'est dû justement au fait que les industries ne sont pas très, très développées. Les sous-industries du secteur agricole et agroalimentaire ne sont pas encore assez développées, bien qu'il y ait beaucoup d'investissements au niveau des infrastructures qui ont été faits les dernières années. Et on le remarque quand on va au Rwanda, que ce soit la capitale Kigali, comme mon collègue Kiari l'a dit plus tôt, c'est une des capitales les plus propres d'Afrique. Mais également, les routes permettent de pouvoir acheminer les différentes marchandises en capitale et également en région. Un des enjeux principaux du Rwanda, en fait, c'est que c'est la taille du marché. C'est un pays aujourd'hui qui est quand même de 13 millions de personnes, certes, mais c'est aussi un pays enclavé. Donc, pour l'acheminer, il va falloir passer soit par voie aérienne
bien par voie maritime à travers un port comme le port de Mombasa en Afrique de l'Est, au Kenya, et pour ensuite acheminer la marchandise jusqu'au Rwanda. Donc c'est également un pays qui a un climat très favorable, à de nombreux produits à fort potentiel ajouté. Et qui dit besoin, dit également opportunité. Donc, au Rwanda, vu que c'est un pays dont justement les industries du secteur agroalimentaire et agricole ne sont pas encore assez développées, ça veut dire en fait qu'il y a énormément de potentiel et de valeur ajoutée à pouvoir amener au Rwanda, que ce soit également, enfin c'est vrai pour le Rwanda, c'est vrai également pour le Kenya et la Tanzanie. Et il faut noter également que le Rwanda a la particularité d'avoir un secteur de l'agroalimentaire qui est porté par le public ou le parapublic. Donc c'est un pays qui reçoit beaucoup, mais énormément d'aide étrangère. Et donc 50% en fait de son aide étrangère dans le domaine agroalimentaire et agricole provient de l'Union européenne. C'est un fait à noter qui est assez important quand même. Et donc c'est un pays également qui est dépendant aux importations pour les principales céréales telles que le maïs, le blé, le riz, l'huile et bien entendu le sucre. Donc, prochaine slide, Lucas, s'il vous plaît. Prochaine slide. Merci. L'Ouganda, ou la perle de l'Afrique, c'est également un pays qui a un fort potentiel dans le secteur agroalimentaire et agricole. Enfin, c'est un pays de tradition agricole où est-ce que l'agriculture représente 23,4% du PIB et emploie également 62,9% de la population active. Et bien qu'un peu développée, en fait, la filière agroalimentaire représente 40% de l'industrie manufacturière du pays. Mais on remarque aussi que la productivité en Ouganda, elle est limitée par la dépendance à l'égard des conditions climatiques naturelles et par l'utilisation encore répandue de méthodes et d'équipements traditionnels. Donc là, qui dit besoin, encore une fois, dit opportunité, justement dans la fabrication et l'assemblage de machines agricoles et autres. L'Ouganda est l'un des principaux producteurs de café, de bananes et de graines oléagineuses, comme la sésame, le soja, les graines de tournesol et autres. C'est également un important producteur d'autres cultures comme le thé, le coton biologique, le tabac, les céréales et les aliments frais et légumes, les noix bien sûr, les huiles essentielles quand même, et quelques autres aliments comme les fleurs. Et le gouvernement ougandais également s'efforce à accroître la commercialisation de l'agriculture en encourageant l'utilisation de l'irrigation et de l'agriculture mécanisée pour justement essayer un petit peu de rattraper son retard perdu et de pouvoir être en mesure d'industrialiser ces industries du secteur agroalimentaire et agricole au plus rapidement possible. Donc, bon, j'allais parler des grandes distributions, mais je laisserai le soin à mon collègue Opondo de pouvoir parler des grandes distributions dans les 4 pays de la zone dans la prochaine présentation. Et donc, en termes d'opportunités, en Ouganda, on peut également nommer qu'il y a une dépendance aux importations de blé, de riz et d'huile végétale. Et grâce comme le Rwanda également, grâce à ces conditions climatiques favorables et à la richesse des terres agricoles, le secteur agricole ougandais dispose d'un énorme potentiel, mais les rendements de ces cultures restent faibles, justement à cause des méthodes utilisées et également à cause de la structuration du secteur agroalimentaire et de l'infrastructure. Donc, il y a beaucoup de besoins dans tout ce qui est fabrication et assemblage de machines agricoles, et également dans la fabrication d'intrants tels que des semences améliorées, des engrais et des pesticides. Et c'est également un pays qui est voué à avoir un très très gros marché. Aujourd'hui, on compte 47 millions d'habitants en 2024 et on prévoit en 2050 une augmentation jusqu'à environ 85 millions d'habitants d'ici 2050. Donc, de manière générale, tous les pays en Afrique de l'Est, ce qu'on remarque en fait, c'est que ce sont des pays qui sont quand même qui dépendent fortement de leur industrie agroalimentaire et agricole dans leur économie. Donc ce sont des pays qui non seulement sont au courant qu'ils dépendent énormément de cette industrie, mais ce sont également des pays qui, avec l'aide des bailleurs de fonds internationaux et avec l'aide également de nouveaux plans internationaux et régionaux, essaient de plus en plus de pouvoir développer ces industries. Donc dans les années à venir, on est certain de pouvoir voir en fait une augmentation dans la productivité, une augmentation également dans les importations de certains produits, également dans les exportations et dans la transformation de produits clés. Prochaine slide, et je crois en fait que c'est tout. Merci. Merci Diagoracias. Bonjour à tous, j'espère que vous me voyez bien et que vous m'entendez aussi. Donc moi c'est Brandon Opondo, chargé d'affaires pour les filières technologie et services pour la région Afrique de l'Est, basé à Nairobi comme mes collègues qui ont présenté les autres marchés. Donc je vais demander à Lucas de passer sur la slide suivante. On va commencer
par le Kenya. Bon, mes collègues l'ont déjà dit, et aussi dans la présentation de l'ODB, on a vu que le Kenya, c'est vraiment un hub pour la région. Et c'est un hub logistique, un hub économique, un hub technologique, ce qui fait que c'est le premier pays pour les investisseurs quand ils cherchent en fait à pénétrer le marché Afrique de l'Est. Et quand on regarde notamment en fait, le secteur du service, même la contribution de la part de l'industrie de service au PIB national est le plus élevé dans la région avec environ 56% de contribution au PIB national. Et c'est au Kenya où on voit en fait le plus d'acteurs quand on parle des importateurs distributeurs ou également des producteurs de différents produits. On va plutôt être sur la production agroalimentaire, mais on a quand même la production de plusieurs autres produits, quelques produits électroniques, on a la production pharmaceutique aussi, et on a aussi des industries qui se développent, comme on a vu présenté par nos collègues Robert et Lucas. Si on regarde les acteurs dans la grande distribution au Kenya et surtout à Nairobi, on parle de plus de 20 grands malls qui sont situés notamment dans les quartiers résidentiels et dans les quartiers importants d'affaires, par exemple Westlands, où on peut compter en fait 5 malls importants, où on a encore le quartier de Gigiri, où on trouve toutes les grands, on a les ambassades et quelques agences onusiennes, et on a vu la présentation, de la présentation de Robert et Lucas, que le Kenya est aussi un hub pour les bailleurs de fonds, pour les agences multinationales. Et on attend à ce que d'ici l'année prochaine, en juillet, on aura toutes les sièges des agences onusiennes pour l'Afrique basées à Nairobi, ce qui va quand même aussi augmenter le pouvoir d'achat et de cette classe moyenne qu'on parle, qui est en train d'accroître en fait, et d'avoir des habitudes de consommation un peu à l'européen. En regardant en fait la superficie d'espace de retail, le Kenya dispose de plus de 1,2 million mètres carrés d'espace de retail qui sont distribués dans toutes les grandes villes. On a entendu parler de Nairobi, de Mombasa, qui est le port, le premier port pour la région Afrique de l'Est, et le deuxième port, la deuxième ville la plus importante pour le Kenya. Mais on a également d'autres villes comme Nakuru ou encore Eldoret au nord du pays, qui sont des villes importantes où on voit également le développement des malls et des grands acteurs de distribution. Je vais juste vous citer quelques grands acteurs dans la distribution au Kenya. On a par exemple Naivas, qui est le leader avec plus de 103 points de vente distribués partout dans le pays. On a également Carrefour qui est présent au Kenya et qui gère 21 magasins dans le pays. À Nairobi, ils ont une dizaine de magasins et après, il y a aussi d'autres magasins distribués à Mombasa, Eldoret et Nakuru, avec le développement encore d'autres points de vente au sein d'autres grandes villes de Nairobi, du pays. Pour l'instant, il n'y a pas encore de Carrefour à Kisumu, qui est la ville la plus importante à l'ouest du Kenya. Mais dans les années à venir, on a des projets qui arrivent pour que Carrefour s'implante dans cette ville. Après, on a un acteur qui s'appelle Quickmart, qui dispose de une soixantaine de points de vente. C'est un groupe local, mais qui est soutenu ça a été soutenu par des fonds, par le fonds Amétis. Mais il y a aussi quelques autres investisseurs étrangers qui ont des parts dans cette entreprise. On a Chandarana Food Plus, une autre entreprise locale qui a une vingtaine de points de vente, surtout concentrés à Nairobi, mais qui a aussi quelques points de vente à Mombasa. Et en fait, ces acteurs, ils font aussi de l'importation et de distribution, parfois en direct et parfois à travers les partenaires. Ils ont des partenaires qui importent principalement du Dubaï, de la Chine, de l'Inde, la Turquie et aussi de l'Europe pour des produits électroniques notamment et pour des produits pharmaceutiques et dermocosmétiques. Et on a aussi quelques franchises, quelques master franchises qui se sont développées dernièrement au pays. Et on peut citer, entre autres, on a KFC, on a Subway, et Carrefour même est opéré en franchise par le groupe Majid Al Futtaim. On a aussi Burger King, Domino's. Dans le textile, on peut citer par exemple Hugo Boss, Mango et Truworths, qui sont aussi bien développés dans le pays.
Et dans les électroniques, on voit les acteurs tels que Samsung et Bosch qui sont présents au pays à travers des franchises. Il y a aussi d'autres acteurs dans l'électronique, par exemple Sony qui est aussi présent dans le marché. Quand on parle de l'e-commerce au pays, du fait que le Kenya soit un hub technologique, on a une forte pénétration de l'Internet et du mobile. Et c'est connu comme le pionnier en fait, du paiement mobile avec la solution M-Pesa qui a été développée en 2007 par l'opérateur Safaricom. Et donc, on arrive partout dans le pays, dans l'ensemble du pays, à avoir un accès à Internet et pouvoir passer des commandes en ligne à travers des... Il y a beaucoup de commercialisation dans les réseaux sociaux, mais aussi il y a des sites de l'e-commerce tels que Gigi, Kilimall, qui sont des sites locaux. On a aussi Maïda pour les médicaments et les produits pharmaceutiques. Et on a encore des grands acteurs tels que Jumia, qui est présent aussi au Kenya depuis un petit moment. Et on a AliExpress, par exemple, BeautyClick, Sky Garden. Donc, on arrive en fait, les canaux de distribution modernes sont au Kenya. On voit qu'il y a une part aussi importante qui est représentée par l'e-commerce. Et ça, c'est lié au fait que le pays est vraiment en avance sur les technologies mobiles et sur les nouvelles technologies de blockchain, de l'intelligence artificielle. Et les acteurs en profitent pour effectivement en fait, proposer les différents canaux de distribution pour leurs produits. En termes d'opportunités qui existent pour le Kenya, il y a notamment les franchises, parce qu'en fait, le Kenya reste le premier pays pour les investisseurs dans la région Afrique de l'Est. Et il y a des investisseurs locaux et étrangers qui cherchent des opportunités dans les différentes franchises, notamment dans la mode et dans le food également. Et on voit que, même pour les autres villes qui sont en train de se développer, comme Nakuru ou Kisumu, il y a quand même quelques franchises. On voit des KFC, des Subway qui sont déjà présents dans ces villes et quelques marques françaises aussi dans la mode notamment. Et donc, c'est pour ça que, on dit que la franchise reste quand même dans des opportunités, des grandes opportunités pour le Kenya. Après, on a des concept retail, les specialty stores, et ça va être aussi principalement pour la mode, pour les cosmétiques et pour les produits électroniques, où on voit qu'il y a des corner stores au sein des malls et des special stores qui sont standalone parfois, où on voit des produits vraiment uniques et des expériences vendues qu'on ne trouve pas dans des malls ou dans les magasins de proximité, par exemple. Si on peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. Et donc, pour passer sur l'Ouganda, tout comme le Kenya, l'industrie du service représente la part la plus importante du PIB national. On est à environ 42% de contribution. Et, mais quand on regarde, en fait, comment est structurée la grande distribution, contrairement au Kenya, pour l'Ouganda, ça va être concentré plutôt à Kampala, qui est le capital et la ville la plus importante en Ouganda, et à Entebbe, qui est à 1 heure à peu près de l'Ouganda. Et comme avaient mentionné mes collègues du secteur industriel, il y a des projets de construction qui sont notamment gérés par Centam, un acteur africain qui développe des malls et des espaces résidentiels. Donc, eux, ils sont en train en fait, de développer quelques projets à Entebbe. Et à Kampala, on voit qu'il y a aussi pas mal de nouveaux malls et d'espaces de retail qui sont en train d'être construits. Pour l'instant, on parle d'une dizaine en fait, de ces espaces où on peut trouver des grands acteurs comme Carrefour qui s'est implanté depuis 2021 et qui compte 6 points de vente. On avait aussi des acteurs sud-africains comme Game et Shoprite, mais Game est toujours présent, mais Shoprite a quitté le pays en 2021 parce que en fait, le régime fiscal n'était pas, c'était un peu contraignant à leurs activités. Et c'est là où Carrefour s'est implanté en rachetant effectivement en fait les points de vente initialement détenus par Shoprite. On a aussi l'acteur turc dans la mode qui s'appelle LC Waikiki. Et cet acteur est très présent en Ouganda, notamment à Kampala et à Entebbe dans des malls. Et on a aussi d'autres acteurs, par exemple, on peut en citer entre autres, il y a CFA Mobility, ça c'est plutôt sur le secteur automobile, qui cherche en fait à s'implanter en Ouganda pour l'instant.
On a aussi d'autres acteurs kenyans, des opérateurs locaux qui ont des partenaires distributeurs en Ouganda parce que ça reste un pays enclavé qui dépend beaucoup du port de Mombasa pour l'importation des produits, notamment pour la pharmaceutique et la mode, des produits cosmétiques. Si on parle d'espace de retail, concrètement, en Ouganda, récemment, en fait, les 3 dernières années, avec tous ces projets de construction de malls et d'espaces résidentiels, on peut compter plus de 30 000 mètres carrés d'espace de retail qui ont été rajoutés, ce qui amène le total à environ 300 000 mètres carrés, ce qui est loin derrière le Kenya, mais en voie de développement. Et en termes de franchise, on est encore en dessus du Kenya. C'est un phénomène qui se développe petit à petit, mais on peut quand même en citer Carrefour qui est géré encore par Majid Al Futtaim. Il y a Adidas, Puma, KFC et la marque sud-africaine Mr Price qui est développée en fait en Ouganda et qui commence petit à petit en fait à gérer en propre ces différents points de vente. Pour l'e-commerce, l'Ouganda reste un pays où en fait on dépend beaucoup du traditionnel, distribution, des formats de distribution un peu traditionnels. Donc on est encore dans un pays où l'e-commerce n'est pas très bien développé, mais en voie de développement. Mais on peut citer quand même quelques acteurs tels que Jumia, qui est le plus grand acteur de l'e-commerce dans le pays, ou encore des acteurs locaux comme Dombelo, Gigi, Kiku, Maskini, Tili Express ou Oduka. Et pour ces acteurs, tout comme pour le Kenya, ça va être principalement des produits électroniques qui sont vendus, ou aussi des produits en lien avec la mode. Donc, on a les produits d'abord cosmétiques, les produits pour les soins capillaires et soins de peau. Et en termes d'opportunités concrètes, il y a la distribution de marques étrangères reste en fait la première opportunité qu'on peut identifier, parce qu'en fait, avec tous ces projets de construction de malls, il y a ces espaces qui restent occupés avec les distributeurs locaux et des partenariats aussi des joint ventures qui peuvent être créés. Que l'Ouganda maintenant s'ouvre avec le projet du Total qui a éclairé le pays et qui attire en fait davantage d'investisseurs pour explorer ce pays qu'on appelle le Perle d'Afrique. Après, on a aussi une demande croissante pour les magasins de proximité et les petits centres commerciaux. Et ça va être plutôt encore dans ces 2 villes importantes, Kampala et Entebbe, où on voit aussi quelques projets voir le jour. Ça va être principalement les projets gérés par les acteurs étrangers. Les projets les projets résidentiels. Et donc, au sein de ces projets, on a cette demande croissante pour avoir des magasins de proximité, des concept stores, des specialty stores. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut aussi citer comme opportunité les nouveaux concepts retail. On passe au slide suivant, s'il vous plaît. Et quand on parle du Rwanda, dernièrement, tout le monde parle du Rwanda parce qu'en fait, le gouvernement mène une politique qui favorise les investissements. Ça va être principalement dans le tourisme, dans l'industrie du service, dans l'agroalimentaire aussi, mais aussi dans la technologie, notamment avec le développement du Kigali Innovation Fund. Et on a vu des acteurs, par exemple, Tactis, qui était cité, qui travaille avec la ville de Kigali pour tous les sujets Smart City. Et donc, en fait, cette politique qui est menée par Rwanda Development Board a vraiment ouvert le pays, bien que ce soit un petit pays, 13 millions d'habitants, avec Kigali qui représente à peu près 1,3 million d'habitants. Tout est concentré dans la ville de Kigali, mais on voit quand même le développement de ce pays et ça continue à attirer davantage d'investisseurs dans tout secteur du service. Mais on reste quand même sur un pays qui est petit et par exemple à Kigali, on parle de 5 grands malls et de projets qui sont dans le pipeline d'à peu près 10 000 mètres carrés d'espace de retail. Et ces projets en fait sont gérés principalement par les investisseurs locaux, mais on a quand même quelques bailleurs de fonds qui sont présents, des investisseurs étrangers. Ça va être principalement des Kenyans, des Sud-Africains, mais il y a aussi quelques investisseurs européens qui sont présents au pays. Et on voit en fait de par leur présence, le développement
de la distribution avec quelques acteurs. Par exemple, il y a LC Waikiki qui est également présent dans le pays. On a l'acteur japonais Miniso. On a Jumia qui était présent jusqu'à 2019, en fait, quand ils ont fermé leurs opérations. Et c'était pendant la période où ils ont fermé aussi leurs opérations au Nigeria. Mais on peut quand même avoir des produits. On peut accéder au site Jumia, de l'e-commerce Jumia, mais c'est juste qu'il n'y a pas des points de vente, des points de distribution en physique au Rwanda. Après, il y a quelques partenariats, quelques engagements qui ont été, des accords qui ont été signés entre le gouvernement rwandais et des acteurs internationaux. Par exemple, il y a un accord qui a été signé entre le Rwanda et le groupe Majid Al Futtaim, qui gère les enseignes Carrefour, mais qui n'est pas présent physiquement au Rwanda. Ils ont signé un accord en 2020 pour la distribution des produits agroalimentaires aux Émirats arabes unis. Et c'était un accord qui a été signé en direct entre RDB et National Agricultural Export Board au Rwanda. Parce que ça reste un pays qui a une production importante des produits agricoles. On a le café, on a le thé, on a des céréales aussi. Donc cet accord permet quand même à l'ouverture d'un marché pour le Rwanda, mais le pays reste quand même attirant pour des produits entrants. Après, si on regarde des opportunités qui existent, tout comme l'Ouganda et le Kenya, on a les nouveaux concepts retail qui sont très attendus. Et ça, notamment avec le projet de construction d'un mall qui s'appelle Inzovu, qui va être le plus grand mall pour le pays et qui est soutenu notamment par l'AFD et un acteur local qui s'appelle Crystal Ventures. Après, on a aussi le commerce qui se développe petit à petit avec la pénétration de l'Internet et du mobile. Parce que le Rwanda reste quand même un pays où tout est concentré à Kigali et au nord et à l'est du pays. On a quand même dans des zones qui sont très rurales avec il y a l'accès à l'électricité, l'eau et Internet qui est très peu développé. Mais les deux premiers opérateurs téléphones du pays, on a MTN et Airtel Rwanda, sont en train de travailler avec le gouvernement pour pour augmenter la pénétration du mobile et de l'Internet. Et on voit, l'effet de ça, c'est qu'il y a de plus en plus en fait, de développement des acteurs de l'e-commerce et de demande de ces services, avec notamment Dubai.com qui a été développé en 2021 et issu en fait du signature d'accord entre RDB et National Agricultural Development Board. Donc, on va passer aux slides suivantes sur la Tanzanie. Donc, pour la Tanzanie, c'est le plus grand pays déjà, entre les 4 pays de la zone qu'on vient de présenter. C'est le plus grand pays en termes de superficie et en termes de la population, avec 63 millions d'habitants. Mais c'est un pays qui est très peu développé, surtout sur la partie distribution, parce qu'on est encore sur la distribution informelle qui représente 90% du marché de retail. Et on a des habitudes de consommation qui sont encore très traditionnelles avec les petits magasins, les kiosques, ce qu'on appelle les duka en Swahili. Et en fait, par conséquent, c'est que le développement du centre commercial, on a quelques grands espaces résidentiels et retail pour les bureaux, mais ces espaces restent quand même très peu occupés avec on parle de taux d'occupation qui sont en dessus de 10%. Et ça, c'est au sein même de la ville de Dar es Salaam, le capitale et la ville la plus importante du pays. Et quand on rentre en fait à l'intérieur du pays, si on regarde les villes, par exemple Arusha, qui est en train de se développer parce qu'il y a une communauté d'expatriés assez importante. Là encore, on n'a pas de développement des centres commerciaux comme on peut voir, par exemple, en Ouganda ou au Kenya dans des grandes villes. Après, il y a quelques projets qui sont en cours et il y a notamment un groupe français qui s'appelle MMD Steel qui est en train de développer un projet résidentiel et des espaces de retail à Dar es Salaam. On a aussi le gouvernement qui cherche à attirer davantage d'investisseurs, surtout sur Tanzania Mainland, parce que en fait, il y a l'île de Zanzibar, qui est très connue pour l'offre tourisme et où l'industrie du service est très bien développée. Mais à l'intérieur du pays, où on appelle Tanzania Mainland, il y a très peu en fait, de développement du service et ça dépend énormément du secteur logistique, parce qu'on a également le port de Dar es Salaam qui desservit les pays enclavés dans la région. On a quelques grands acteurs de logistique tels que Bolloré, AGS qui sont présents dans le pays, mais on n'a pas ce développement qui se voit aussi côté distribution et l'industrie du service quand on parle concrètement du retail.
Après, on a quand même une population qui commence petit à petit à adopter des habitudes de consommation un peu à l'européen, mais ça va être plutôt dans Dar es Salaam et Arusha. Et le gouvernement continue à attirer des investisseurs, pas que dans l'industrie, pas que dans le tourisme ou dans les mines, parce que la Tanzanie reste quand même un grand pays minier. Mais on a aussi en fait ce développement de la distribution et des acteurs est-africains qui commencent à regarder la Tanzanie parce que elle est dans deux marchés importants. C'est la communauté Afrique de l'Est, mais aussi dans le marché le marché commun pour les pays d'Afrique australe. Donc au total, la Tanzanie donne une ouverture à une vingtaine de pays en Afrique par ces accords que le pays a signés. Donc cela attire quand même des investisseurs à s'implanter en Tanzanie pour avoir accès à ces autres marchés. En termes de l'e-commerce, c'est très peu développé. On a Jumia qui est quand même présent et quelques acteurs locaux comme Kivuko, Kemo et Shopping Tanzania. Mais ça reste quand même des petits acteurs où des volumes ne représentent pas plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires l'année. Alors que pour le Kenya et l'Ouganda, on parle des volumes qui sont au-dessus de 3-4 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur les sites e-commerce. Merci pour ça. Je vais passer la parole à Stéphane Perchonnet, notre directeur pays, pour parler un peu des grands enjeux pour la région. Merci Brandon, merci à tous. Peut-être passer sur la première slide, Lucas. C'était effectivement pour si tu peux la diffuser. Voilà, pour vous présenter, globalement qui on est. Je pense que c'est important. Voilà, et ce qu'on fait, effectivement pour les entreprises. Donc notre dispositif en Afrique subsaharienne. Je reviendrai, je ferai juste un focus sur l'Afrique de l'Est. Au niveau de l'Afrique subsaharienne, Business France, c'est 8 bureaux et il y a à peu près 50 collaborateurs, c'est 28 pays couverts. On accompagne à peu près 2000 PME et ETI françaises par an. On organise plus de 50 événements collectifs par an. On a 527 VIE en poste. Alors, c'est le volontariat international d'entreprise, un dispositif un peu particulier qui permet aux entreprises françaises d'envoyer un jeune diplômé en mission à l'étranger pendant une durée maximale de 2 ans. Donc, ça, c'est un levier effectivement extrêmement intéressant pour les entreprises françaises. Ça leur permet de disposer d'une ressource en propre. Sur la partie investissement, on a identifié 25 décisions d'investissement sur toute l'Afrique subsaharienne. Alors, d'une manière générale, il y a quand même un flux d'investissement vers la France qui est assez faible. Je vais vous donner les flux principaux d'investissement effectivement en France sont des flux intracommunautaires, c'est-à-dire qui viennent des pays voisins de la France et des pays européens. Si on fait un zoom effectivement sur l'Afrique de l'Est, donc on couvre Éthiopie, Kenya, Tanzanie, Ouganda, Rwanda. Voilà. Alors l'Éthiopie, j'en parle très rapidement. On a récemment pris la décision de fermer notre bureau parce qu'il y avait des problématiques, une problématique qui est vitale pour nous, qui était l'accès à la devise étrangère. C'est-à-dire que pour nos exportateurs, c'était très compliqué d'être payés, au-delà des sujets aussi sécuritaires. Donc c'est un pays qu'on continue à suivre depuis le Kenya. Notre vision, je partage rapidement aussi ma vision, puisqu'on a parlé beaucoup de macroéconomie, etc. Peut-être des termes plus simples. Le Kenya, ça reste vraiment le cœur du réacteur, avec un secteur privé extrêmement dynamique, probablement le plus dynamique. Ça a été rappelé, l'émergence d'une classe moyenne. Qui est la plus forte en tout cas dans cette zone. Ne pas occulter qu'au Kenya, effectivement, vous l'avez suivi probablement, il y a eu des mouvements sociaux fin juin, qui effectivement ont fait beaucoup couler d'encre dans la presse. Donc, ce qui avait mis le feu aux poudres, c'était une loi sur la loi de finances en fait, 2024. C'est un mouvement Gen Z. Ça a été quand même d'ampleur. Ça s'est quand même installé un peu dans le temps. Je vous rassure aussi sur ce point. Aujourd'hui, les choses sont
quand même apaisé. Mais pour toutes les entreprises qui souhaiteraient aller directement vendre des choses au secteur public, on le déconseille fortement parce qu'il y a très peu d'argent. Et comme le disait Robert, il faut vraiment, en tout cas pour tous ceux qui sont dans les secteurs industriels, industrie clean tech, vraiment regarder ce que font les bailleurs. C'est vraiment véritablement là où ça se passe. La Tanzanie, ça a été dit, c'est un pays qui s'ouvre progressivement. C'est pas un marché qui est si simple d'accès, pour être franc avec vous, en tout cas pour les entreprises françaises. Donc il faut investir beaucoup de temps, beaucoup de patience. C'est un marché qui est dominé par des conglomérats diversifiés qui ne sont pas faciles en tout cas à aborder et à approcher. Mais effectivement, je pense qu'il convient vraiment de souligner le changement qui a été apporté par la présidence, la nouvelle présidence de la République, Samia Suluhu, où effectivement il y a des signes d'ouverture. Et en revanche, oui. Mode en conférence, la conference call. Allez-y, causez vite vite. Pardon, il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro, du coup ça peut un peu perturbant. Vas-y, Stéphane, continue, mais oui, effectivement, merci de couper vos micros. Ouais. Voilà, donc j'étais sur la Tanzanie, donc effectivement c'est un pays qui s'ouvre, qui est intéressant, c'est un pays qui a énormément communiqué sur ça, de manière assez remarquable, ce qui fait qu'on a quand même une intensité concurrentielle assez forte, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays étrangers qui s'intéressent au marché tanzanien, qui s'y déplacent. Nous, on a pu l'observer récemment, on a retrouvé nos concurrents et amis, parce qu'ils sont européens, italiens, espagnols, néerlandais. Il y a eu énormément de délégations d'entreprises qui ont été menées en fait en Tanzanie. Il y a un pays que je trouve vraiment intéressant, on en a un peu parlé, c'est l'Ouganda, et d'ailleurs, effectivement, Maurice exporte assez peu. Et effectivement, c'est un pays qui passe un peu en dessous les radars, d'une manière générale, des entreprises. Alors peut-être parce qu'il est un peu enclavé, on en parle moins. C'est vrai que parfois, on n'en fait pas toujours une presse très favorable, mais je crois que Déo en a parlé, c'est véritablement un des greniers en Afrique de l'Est. Il y a énormément d'opportunités dans le domaine agroalimentaire, de la transformation agroalimentaire. Quand on s'y est déplacé, on y a à chaque fois rencontré des interlocuteurs qui étaient très accueillants, ravis de nous voir, très pro-business. Donc c'est un pays, je pense, qui mérite vraiment d'être, en tout cas pour vous, au regard effectivement des chiffres que vous avez donnés au début, où on a le sentiment que on a cette notion effectivement au niveau de Bercy, où soit la France va surperformer en termes d'export, soit elle va sous-performer. Donc c'est des calculs un peu savants. Là, on a l'impression qu'effectivement il y a une belle marge de progression effectivement pour Maurice sur cette destination. Le Rwanda, on en a parlé, l'ambition, c'est très fort taux de croissance. Il y a cette ambition très affichée de Kagame d'en faire une sorte de petit Singapour en fait, en Afrique de l'Est. Ce positionnement très intéressant aussi en termes de pays hub qui accueille de plus en plus d'événements étrangers. Il y a eu le CEO Forum qui s'est déroulé à Kigali. Il y a une extension aussi d'un très grand salon sur tout ce qui est Télécom Mobile World Congress qui se déroule en Espagne, où l'édition, effectivement, en Afrique subsaharienne se déroule à Kigali. Donc, ils réussissent leur pari d'une certaine manière, et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Donc là, c'est pareil, je pense que c'est un marché vraiment à regarder, même si en termes de taille, on est sur une démographie qui est très différente de celle du Kenya ou de la Tanzanie. Voilà. Donc nous, un peu comment on voit les choses d'une manière un peu macro. Alors ensuite, sur la manière dont on accompagne les entreprises, parce qu'effectivement, quand j'ai échangé avec Ludovic, c'était quelle est notre approche méthodologique, quelle est l'approche méthodologique que l'on préconise pour les entreprises françaises. C'est vrai que quand on aborde le sujet de l'export, c'est jamais simple parce qu'on regarde et on se dit, oui, mais il y a des opportunités partout, où aller, etc. Donc, en règle générale, quand on accompagne des entreprises, puisqu'on les accompagne individuellement dans leurs projets export, c'est-à-dire que les entreprises nous contactent, elles nous font part de leurs projets, et puis ensuite, on définit un plan d'action avec elles. L'approche préconisée, c'est en général, on va prioriser les marchés, c'est-à-dire on va regarder vraiment
ce que propose l'entreprise en termes de produits ou de services, et on engage un exercice de priorisation. On a un service effectivement en France qui est spécialisé sur ce sujet, et on essaie de voir quels sont les marchés qui présentent le plus de potentiel pour l'entreprise française. Une fois qu'on a défini ces marchés-là, en tout cas dans cet aspect priorisation, il y a aussi la validation des aspects législatifs, normatifs. Je reviendrai juste après, mais je ne vais pas trop m'y attarder sur la partie Kenya. Une fois que cette priorisation est faite, qu'il y a une validation des aspects normatifs et législatifs, là, on va effectuer un ciblage, c'est-à-dire regarder un peu quels sont les prospects, les aborder, leur présenter l'entreprise. Je reviendrai aussi sur la manière de les présenter, organiser des programmes de rendez-vous. Voilà, ça c'est un peu la manière dont on fonctionne. On va peut-être passer juste à la slide suivante, Lucas, si c'est possible. Voilà. Alors, c'est vraiment, je reviens effectivement sur les aspects légaux et normatifs à maîtriser, c'est extrêmement important. On a eu, nous aussi, Business France, parfois quelques écueils, c'est-à-dire il nous est arrivé de négliger un petit peu ces parties, cet aspect-là pour des entreprises. Maintenant, on est très vigilant. Et puis, on prospectait pour une entreprise qui vendait des produits qui, en fait, ne pouvaient pas étaient interdits à l'importation. Bon, voilà, c'est des bêtises qu'on a pu faire aussi, qu'on partage avec vous pour qu'elles ne soient pas faites par d'autres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On a parlé en termes de stratégie plus globale export, on a parlé effectivement de ces espaces économiques intégrés. Donc on a parlé de l'EAC, il y a le COMESA aussi, le marché commun l'Afrique orientale et australe, dont Maurice fait partie. Je crois que c'était le 15e pays adhérent, quand j'ai regardé. Vous avez aussi la SADC. Donc tous ces espaces-là, c'est vraiment si on revient sur le COMESA, de mémoire, c'est à peu près 540 millions d'habitants, plus de 800 milliards de PIB. C'est un marché qui est énorme. Et donc, effectivement, quand on regarde aussi le potentiel de développement de vos exportations avec ces zones-là et qu'on compare, alors, toute chose étant égale par ailleurs, mais à la manière dont les exportations intracommunautaires, c'est-à-dire au sein de l'Europe, se sont développées entre voisins, on se dit qu'il y a un potentiel énorme, c'est-à-dire que la France réalise presque plus de 65% de son commerce extérieur avec ses voisins, alors que le commerce entre les pays d'Afrique subsaharienne ne représente que 17% de leur commerce extérieur. Là, j'ai noté que Maurice, c'était 28%, donc vous pouvez vous féliciter, parce que d'une certaine manière, vous êtes un peu en avance sur le sujet, mais retenir qu'effectivement, les principaux partenaires sont en général des voisins, et en plus, sur des géographies qui connaissent des dynamiques de croissance qui sont extrêmement intéressantes, parce que si on regarde l'Afrique de l'Est, c'est la dynamique de croissance la plus forte en Afrique subsaharienne, de façon assez claire. Alors, sur les aspects un peu, alors voilà, j'ai mis différentes choses, juste l'exemple du Kenya, en fait, quand vous rencontrez des partenaires, etc., assurez-vous de leur sérieux, assurez-vous effectivement de tous ces points-là, le fait qu'ils soient effectivement enregistrés auprès de KRA, le fait aussi qu'ils aient l'ensemble on va dire, des autorisations, etc., pour importer. Donc, les procédures effectivement d'importation au Kenya peuvent prendre aussi un peu de temps, puisqu'il y a des aspects normatifs avec donc les produits doivent être validés par le KEBS. Donc, c'est tout ce qui est bureau des standards. Donc, il y a aussi à savoir que le KRA, qui est Kenyan Revenue Authorities, c'est elle qui collecte les impôts, mais aussi les droits de douane, que certaines marchandises aussi nécessitent un permis d'importation ou un certificat sanitaire délivré par les autorités kenyanes. Voilà, j'ai mis quelques exemples, mais après, ce serait long de tout détailler pays par pays. Mais l'objectif, en tout cas, de vous avoir mis quelques éléments là sur les Kenyans, c'était d'attirer votre attention effectivement sur ces aspects vraiment normatifs, légaux à maîtriser. Je pense que ça, c'est vraiment fondamental. C'est un peu la base et les prérequis pour pouvoir bâtir une stratégie export
avec succès. Donc voilà pour effectivement les prérequis. Je surveille un petit peu l'heure parce qu'effectivement on est à peu près par le temps. Et donc on va passer à la slide suivante. Ensuite, on reste bien évidemment à disposition pour répondre à toutes les questions. Alors, on est en Afrique de l'Est. On est effectivement en Afrique anglophone. Donc, on est dans un environnement culturel qui est différent de l'Afrique de l'Ouest. On est dans un environnement francophone. Il y a un environnement aussi en Afrique subsaharienne lusophone. Donc, je vais m'attarder plutôt sur la partie Afrique anglophone. Alors, le premier prérequis, effectivement, si vous voulez faire des affaires au Kenya, c'est la maîtrise de la langue, la maîtrise de l'anglais, enfin, en particulier. Alors, si vous parlez le Swahili, ce sera magnifique, ce sera même encore mieux, mais ça, c'est vraiment fondamental. Réaliser une documentation, enfin, aussi en anglais. Voilà, enfin, donc, quand vous arrivez, effectivement, donc il y a tout un travail préparatoire que nous, on conseille enfin, de faire aux entreprises, d'avoir vraiment des supports de communication adaptés au marché qu'on va cibler. En règle générale, ce qu'on conseille aussi, quand une entreprise est déjà exportatrice, effectivement, en Afrique subsaharienne, c'est de citer ses références. Ça parle beaucoup, en tout cas au Kenya et même dans les autres pays, c'est-à-dire apporter la démonstration, la preuve que votre produit ou votre service fonctionne effectivement dans d'autres pays qui présentent des paramètres macroéconomiques, économiques et de consommation, etc., comparables, et que d'une certaine manière, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas aussi dans le pays que vous ciblez. Donc il y a tout ce travail, j'insiste sur la partie travail préparatoire, parce que on a vu trop souvent des entreprises françaises, je partage avec vous, qui arrivaient, qui n'avaient pas fait ce travail, qui n'avaient pas bien préparé effectivement leur rendez-vous, etc. Et dans le domaine de l'export, on n'a pas de chance. C'est-à-dire que quand vous allez voir une entreprise, vous cherchez des clients, enfin, etc., si ça ne s'est pas fait correctement, après, il est fort peu probable, l'image que vous allez renvoyer, sera pas très bonne. Il est fort peu probable que vous puissiez réparer, renouer un contact avec le prospect. Le deuxième point, effectivement, en Afrique anglophone, de manière un peu générale, c'est l'importance des titres et des fonctions. Donc, un docteur, c'est un docteur. Enfin, voilà. Enfin, donc, il faut respecter vraiment ça. C'est vraiment un point de vigilance qui peut froisser vos interlocuteurs si effectivement vous l'occultez. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment d'important. Le nombre d'interlocuteurs au cours des réunions, parce que effectivement, si vous rencontrez un décisionnaire, un CEO, il sera souvent accompagné de son équipe ou de plusieurs membres de son équipe. Donc, c'est un élément effectivement qu'il faut prendre en considération. La tenue, alors tout ce qui est tenue vestimentaire, on est plutôt sur des choses assez traditionnelles, dans cette culture anglo-saxonne. Donc, c'est quand même bien voilà, c'est toujours mieux de porter, en tout cas au Kenya, de porter une cravate. L'Éthiopie, Afrique du Sud aussi, selon les secteurs. Mais voilà, la tenue, si porter une tenue formelle, vous vous présentez comme ça, vous faites en général rarement une faute de goût, on va dire, de manière générale. Alors, sur la ponctualité, time is money, alors on parle souvent du Kenyan time. D'ailleurs, une petite anecdote assez amusante que je partage avec vous, parce que c'est cette Kenyan time, c'est voilà, cette finalement faculté à être un peu en retard à tous les rendez-vous, en retard, mais pas trop non plus. Et donc le président Ruto a donné une conférence. Deux de ses ministres sont arrivés 30 ou 40 minutes en retard. Ils se sont fait tirer les oreilles en public en disant que c'était irrespectueux, etc. Donc ça change aussi. Donc c'est important de respecter les horaires le plus souvent, même si on peut observer qu'il y a quand même parfois quelques retards. Mais globalement, ça change un peu quand même. Voilà. Sur effectivement la manière de mener un peu les affaires ici, c'est important de relancer très régulièrement. C'est important
venir sur place et de revenir sur place pour créer ce lien de confiance. Dites-vous qu'en général, sur l'ensemble des pays de la zone, mais vous les connaissez un peu, on peut être sur des cycles de vente un peu longs, c'est-à-dire qu'il faut que la confiance se crée, etc. Donc ça, c'est effectivement une donnée à prendre en compte, quand vous élaborez un business plan, effectivement, pour votre prospection. C'est tout ce qui est voyage, etc. C'est important de provisionner ces éléments-là. Voilà, le respect des aînés, effectivement, est important. Des échantillons, quand vous êtes dans le domaine de la distribution, c'est toujours important d'en amener, d'en avoir et de les distribuer. Ça, c'est des éléments qui sont assez appréciés et où on observe qu'en général, les entreprises qui font ça connaissent des succès un peu meilleurs que ceux qui présentent les choses uniquement sur papier. Quand en entretien aussi, l'élément important, c'est savoir écouter. Vraiment, ça c'est fondamental. Alors, on a mis ça un peu pour les entreprises françaises. J'imagine qu'elles ne vont pas s'en offusquer, mais vous savez, les Français, souvent ils arrivent et puis ils présentent tout comme ça, en expliquant que leur solution, mais sans véritablement être dans une posture un peu d'écoute client. Voilà. Après, c'est bien évidemment mettre en avant vos avantages comparatifs, donc en termes d'innovation de votre offre, durabilité, qualité, développement des compétences, suivi après-vente. Ça, c'est important, effectivement, dans les domaines industrie clean tech, parce que vous avez des entreprises, donc de trouver un partenaire qui peut éventuellement assurer ça. Vous avez des entreprises françaises qui ont exporté effectivement des produits dans ces domaines-là, mais malheureusement, il n'y avait pas de solution de maintenance toujours locale et ça a posé de gros problèmes. Ensuite, il y a alors après, sur ce qu'il ne faut pas faire ou les sujets à éviter, évidemment, si vous allez en Afrique du Sud, vous savez, les sujets apartheid. Au Kenya, les sujets élections, politiques, ethnie, c'est toujours des sujets extrêmement sensibles, qui convient d'éviter d'aborder. On est là avant tout pour faire des affaires. Après, si vos interlocuteurs vous en parlent, adoptez une position un peu neutre, mais voilà, c'est des sujets qui sont quand même très, très sensibles. La tonalité des voix, en général, ça en entretien, on parle de micro-calibrage, donc c'est d'adopter la tonalité un peu de son interlocuteur pour entrer en empathie, mais là, ça relève plus effectivement d'aspect de comportement, de manière de gérer les choses, éviter les monologues, là j'en ai effectivement parlé. Donc voilà, alors à savoir sur les rendez-vous B2B, si vous invitez une personne, prévoir potentiellement 4 ou 5 si la personne a effectivement des fonctions de haut niveau. Au Kenya, pour les déjeuners d'affaires, c'est plus élégant. Quand l'entreprise doit régler la note, il n'y a pas d'impératif catégorique non plus, mais en tout cas, c'est plutôt une pratique qu'on observe et qui est appréciée ici. J'ai laissé aussi le Nigeria, ça fait partie des pays anglophones, connaissance des différents groupes ethniques, je pense que c'est ça. D'une manière générale, quand vous allez dans un pays pour y vendre quelque chose, le conseil aussi, c'est intéressez-vous à la culture du pays. Soyez curieux, essayez de le comprendre, etc. Et je pense que ça, c'est une vraie valeur ajoutée. Souvent, on voit des entreprises qui ne s'y intéressent pas ou peu, indépendamment de la dimension business, en fait. Et ça, ce sera vraiment très apprécié. C'est-à-dire que si vous arrivez au Kenya, alors on ne vous demande pas de parler swahili couramment, mais si vous connaissez, on va dire, les greetings, les quelques mots pour dire bonjour, etc., ça change vraiment la dimension relationnelle parce que le message qui est envoyé, c'est, voilà, j'ai en face de moi un interlocuteur qui s'intéresse à mon pays, à ma culture, etc. Et ça, c'est vraiment de nature à créer des liens beaucoup plus forts. Alors, il y aurait beaucoup à dire effectivement sur ces sujets qui sont passionnants, mais qui, quand ils sont maîtrisés, permettent d'obtenir des résultats commerciaux quand même assez intéressants.